Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale où je réponds enfin aux questions de mes abonnés. Alors. Il y a Lil Tin qui demande pour l'administration des affaires, on exige quel type d'élève? Moyen, excellent, passable. Bon, moi, quand j'étais au pays, j'ai fait ce qu'on appelle la série C. C'est très mathématique, très physique-chimie. Et beaucoup de gens, quand ils finissent la série C, c'est pour aller devenir ingénieur. J'ai gagné mon bac avec, je pense, 10 de moyenne, un truc du genre. Et j'ai été acceptée en administration des affaires. Donc, je dirais que... je pense que les élèves moyens ont leur chance en administration des affaires. Je pense que oui. Je pense que même en étant moyen, tu peux te faire accepter. Mais applique dans plusieurs universités, en fait, pour augmenter les chances. Parce que si tu es juste moyen, par exemple, une très bonne université comme McGill ou HEC, ça va être difficile d'être accepté si tu n'as pas eu une très bonne moyenne au bac. Donc, si tu as eu une moyenne passable, comme moi, par exemple, applique dans plusieurs universités et vois celle qui va t'accepter. Ce que tu peux faire, c'est que quand tu viens ici, et si l'université où tu es, si l'université ne te plaît pas, ben, tu peux changer en fait. Il n'y a rien qui t'oblige à rester dans cette université-là et poursuivre toute ta formation là-bas. Je pense que je l'avais dit à quelques personnes même. Il y a des gens qui m'ont écrit en privé, puis je pense que je leur avais dit ça. Mais bref, tu sais quoi, peu importe ta moyenne, juste applique. Applique à plusieurs universités. Et celle qui t'accepte, ben, tu fais ton permis d'études et ton CAQ avec ça, avec l'admission que tu as eue. Et quand tu arrives ici, ben, si ça te plaît pas, tu peux changer tout simplement. Alors, il y a Marlo Gab qui demande bonjour, pourrais-tu nous parler des violences policières au Canada, s'il te plaît? Je pense que la personne a confondu le Canada aux États-Unis. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de brutalité policière ici envers les personnes noires. Peut-être qu'il y en a eu, et sûrement il y en a eu même, mais c'est pas comme aux États-Unis. C'est encore une fois, même le racisme envers les noirs. Ici, franchement, j'ai fait une vidéo en fait où j'en parlais. 8 ans que je suis ici, j'ai jamais été victime de racisme face to face. À part sur ma chaîne, voilà, il y a eu des commentaires de quelques Québécois et tout. Bon, de façon générale, j'ai jamais vraiment été victime de racisme. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, bien sûr que ça existe, mais je dirais que c'est pas aussi grave qu'aux États-Unis. Ici, on est toujours quand même ok. Mais je dirais que par rapport à la police, franchement, les gens ici, je l'ai répété plusieurs fois dans mes vidéos, les gens ici sont super polis. Bon, après, voilà, j'ai entendu des gens qui se sont plaints que voilà, on les a arrêtés, la police les a arrêtés parce qu'ils étaient noirs. Et surtout quand tu conduis une voiture luxueuse et que tu es noir, bon, il y a beaucoup de suspicion. On dit suspicion, non? En tout cas, tu es considéré comme suspect et les chances sont plus fortes que la police t'arrête. Quand on t'a arrêté parce que l'officier a vu que tu étais noir ou pas, sois respectueux. Sois calme. On te demande de sortir de la voiture. Tu sors de la voiture tranquillement. On te dit de donner tel papier. Donne les papiers tranquillement. Ne discute même pas parce que c'est la police. Que tu aies tort ou raison, c'est eux qui ont les pistolets. Et s'il y a quelque chose qui arrive, ça dérape, c'est toi, tu as plus à perdre. Je pense qu'il faut partir dans cette logique-là en fait. Ici, on vous arrête tranquillement. Faites ce qu'on vous demande. N'osez pas le ton. Dites merci, s'il vous plaît, et prenez votre route. Tant et aussi longtemps que vous faites ça, il n'y a pas de raison en fait qu'on vous brutalise. Et ça, c'est ça qu'il faut retenir en fait. Si vous faites affaire avec la police, n'ayez pas peur parce que voilà, c'est pas des monstres aussi, mais gardez votre calme et connaissez vos droits. Parce que si vous connaissez pas vos droits, il y en a qui vont en abuser. Évidemment. Alors, coucou Maimouna de LV Brooks. Coucou Maimouna, j'ai quelques questions qui me taraudent. Je voudrais que tu m'aides à, s'il te plaît, y trouver des réponses. Les crèches à Toronto sont-elles faciles d'accès? Public ou privé? As-tu déjà vécu dans un basement? Donc dans un sous-sol en fait, dans une maison? Ton ressenti est selon toi à Toronto, voiture ou bus? Alors pour les crèches, malheureusement, j'ai pas d'infos dessus. Avec mes amis, quand on parle, bon, je leur demande pas forcément
est-ce que c'est public, est-ce que c'est privé, où est-ce que tu envoies tes enfants. Je sais juste que ça coûte hyper cher. J'ai $1 500 par mois, $2 000 par mois. Je sais que ça coûte cher comme ça la garderie. Sinon la garderie, c'est la crèche. Public, privé ou pas, j'ai pas vraiment d'informations dessus malheureusement. Est-ce que j'ai déjà vécu dans un basement? Oui, j'ai déjà vécu dans un sous-sol à Québec. Mon ressenti c'est que déjà les basements il fait super froid, il fait plus froid en fait que les maisons, que si tu vivais au rez-de-chaussée ou si tu vivais à l'étage. L'avantage c'est que pendant l'été, tandis que quand la maison en haut elle est super chaude, dans ton basement la température ça va, il fait pas aussi chaud. Mais malheureusement aussi pendant l'hiver il fait plus froid là-bas. Je dirais aussi que le problème du basement, c'est que il y a des gens qui se sentent étouffés. Si tu n'as pas un bon basement, tu n'auras pas. C'est même pas que si tu n'as pas un bon basement, tu n'auras pas de grandes fenêtres. En général, c'est une petite fenêtre comme ça, tu vois. Et il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. Mais sinon, les basements, franchement, en général, c'est de bons deals parce qu'ils sont super spacieux. Tu as l'espace, tu peux marcher, aller. Enfin, tu as l'espace vraiment. Donc, si tu es quelqu'un qui veut de l'espace, en général, va pour un basement. Mais en général, les gens n'aiment pas ça, comme je t'ai dit, parce qu'ils se sentent étouffés, il n'y a pas de fenêtre. Et aussi, la vérité, bon, il y en a qui trouvent que voilà, que c'est un peu rétrogradé, surtout les gens en Toronto. Il n'y a pas beaucoup qui veulent vivre dans un basement parce que c'est un peu comme si tu rétrogradais, en fait, dans le milieu social, on va dire ça comme ça. Non, franchement, j'ai vécu dans un basement. Est-ce que je pourrais y revivre? Pas forcément, ouais, parce que j'ai vraiment un problème avec j'aimerais que là où j'habite, que la lumière puisse rentrer, qu'il y ait de grandes fenêtres, la lumière naturelle puisse rentrer. J'aime pas quand c'est confiné là. Donc, ouais, mais franchement, basement, il n'y a aucun problème. À Toronto, voiture ou bus? À Toronto, bus. Même les gens qui ont la voiture, bon, ça dépend de où ton boulot est situé, ça dépend de où tu habites. Par exemple, si ton boulot est situé en centre-ville, jamais de la vie tu vas conduire pour aller en centre-ville. Tu vas aller payer parking $20 par jour là. Bon, ok. Moi, je suis très mauvaise avec ça parce que moi, tout le temps quand on me dit downtown, moi, je vois tout ce qui est cher. Donc, quand on me dit conduire aller en downtown au travail, je me dis, mais t'es malade, tu veux payer le parking $20 par jour parce que c'est vrai, le stationnement en downtown, ça coûte cher. Mais même pas ça, le trafic, y a trop de gens. En général, ça coûte plus cher, en fait. Donc, ce que les gens font, si ton boulot est accessible en transport en commun, tu vas prendre les transports en commun. Maintenant, peut-être si tu vis à Toronto, ton boulot est à Mississauga ou à Burlington, whatever. Si c'est accessible par train, tu vas prendre le train. Mais tu peux conduire aussi pour partir. En fait, tu essaies de voir ce que ça va te coûter en gaz. Pardon, en gaz. Oui, en gaz. Donc, comment on dit ça en français de France, le gaz? L'essence, voilà. Tu regardes ce que ça va te coûter en essence et tu regardes ce que ça va te coûter avec les transports en commun. Mais en général, si tu vis à Toronto, c'est-à-dire tu ne vis pas dans les banlieues là, tu vis à Toronto et ton travail est à Toronto même, en downtown ou quelque part à Toronto, tu n'as pas besoin d'une voiture. Les transports en commun vont t'amener où tu veux aller et occasionnellement tu peux prendre Uber, tu peux prendre Lyft ou le taxi pour te rendre d'un point A à un point B. Mais maintenant, si tu vis hors de la ville de Toronto, dans une des banlieues, ou ton travail est hors de la ville de Toronto, encore une fois, dans une des banlieues, tu auras besoin d'une voiture. Donc, en gros, ça va dépendre. Essaye de savoir, si tu veux venir à Toronto, essaye de savoir où est-ce que tu vas habiter, où est-ce que ton travail sera situé. Et en fonction de ça, tu vas décider maintenant, est-ce que tu as besoin d'une voiture ou les transports en commun, c'est correct pour toi. Quelqu'un me demande quelle est la situation actuelle au Canada avec le coronavirus. Oh, c'est Joël Quadio qui demande ça. Le marché de l'emploi est-il vraiment attractif avec l'existence de la pandémie? Alors, je dirais que la pandémie n'arrange pas les choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Les équipes, enfin les gens, il y a beaucoup de compagnies qui ont vraiment coupé beaucoup de postes. Donc je dirais que cette période-là, elle n'est pas du tout bonne pour trouver un travail, c'est certain. Ça va être compliqué, ça va être vraiment difficile. Le marché de l'emploi en ce moment. Après, ça dépend des domaines parce que c'est pas tous les domaines qui ont eu. Le Covid n'a pas eu d'impact négatif sur tous les domaines.
Il y a certains domaines, c'est sûr, qui en ont bénéficié et qui recrutent en ce moment. Donc, si toi, le domaine dans lequel tu travailles, enfin, si ton domaine engage, c'est sûr que là, c'est vraiment waouh. Donc, je sais pas dans quel domaine tu es, je sais pas quel genre de travail tu veux, mais c'est sûr qu'il y a certains domaines qui sont en recrutement en ce moment. C'est sûr et certain. Essaye de checker ton domaine pour savoir c'est quoi, comment ça se passe avec la situation actuelle. Oh, il y a Valentin Tsemo qui demande merci beaucoup. Autre chose, comment faire pour venir vivre aussi au Canada sans se faire arnaquer? Alors, c'est pas la première fois qu'on me demande ça en fait, pour savoir, des fois on me demande, quelqu'un m'envoie par exemple le nom d'une agence et me dit oh cette agence là je fais affaire avec cette agence là pour venir au Canada, est-ce qu'elle est légitime, est-ce qu'elle est légale? Bon, moi, c'est vraiment difficile à répondre. Je sais pas trop. Les agences d'immigration, là, je ne les connais pas trop pour vous dire la vérité. Mais je dirais que immigrer au Canada, tout le monde peut le faire. Moi, je suis pas passée par une agence d'immigration. J'ai fait mes papiers moi-même. Et, mais après, c'est sûr que voilà, je comprends que si tu es seul, en fait, parce que déjà, les papiers d'immigration, le processus d'immigration prend du temps et c'est redondant. Donc, si tu le fais pour une personne, c'est gérable, mais si tu le fais pour toute une famille, après, c'est sûr que voilà, ça peut être difficile, c'est beaucoup de temps, surtout si tu es occupé, donc tu voudras qu'une agence s'en occupe pour toi. Mais c'est cher, les agences d'immigration sur quelle demande. C'est pas, je pense que c'est pas moins d'1 million, hein, 1 million de francs CFA. Pour faire tes papiers, tout ça. Après, je pense aussi qu'elle paye tous les frais d'immigration que tu dois payer si tu viens en tant qu'étudiant étranger pour ton permis d'études, pour ton CAQ. Je pense qu'elle paye pour tout ça. En fait, tout ça, c'est inclus dans le prix que tu payes pour qu'on traite ton dossier. Mais à la fin de la journée, en fait, si tu veux pas te faire arnaquer, fais-le toi-même. On est nombreux à avoir fait nos papiers d'immigration nous-mêmes. C'est vrai que c'est long, c'est compliqué, c'est chiant, mais c'est faisable soi-même. Si j'ai plus d'informations sur comment en fait détecter les compagnies arnaqueuses, je vais faire une vidéo dessus. C'est dans mes plans, mais malheureusement j'ai pas encore eu le temps de faire mes recherches dessus, donc ça va attendre un peu. Désolée pour ça. Il y a Issem Baha qui dit si vous avez du temps, parlez-nous un peu de la différence entre les universités francophones et anglophones au Canada. Et à part la langue et la position géographique, quels sont les autres points de divergence? Bon, la personne, je pense c'est un garçon, je pense. La personne a posé plusieurs questions, donc je vais aller question par question. Alors la première question, il demande la différence entre les universités francophones et anglophones au Canada. La différence c'est que bon, je vais comparer le Québec et l'Ontario parce que j'ai pas vécu dans les autres provinces du Canada. Québec c'est français, Ontario c'est anglais. La différence que je vois dans les universités, c'est que les universités au Québec sont beaucoup moins chères que les universités en Ontario. Et on m'a dit que la raison c'est que les universités au Québec sont subventionnées par le gouvernement, tandis que les universités ici ne le sont pas. Donc par exemple, pour faire un MBA, le MBA coûte extrêmement cher. Et vous prenez par exemple, je vais comparer Ivey Business School, qui est une université très bien reconnue, très bien cotée, qui est à London en Ontario, et je vais comparer HEC, qui est aussi une université de business, une école de commerce, une école de commerce très bien réputée, très bien cotée au Québec. Le MBA à HEC est de environ 9 000 $ si vous êtes résident au Québec ou si vous avez si vous êtes résident au Québec. Le MBA est de 18 000 $ si vous n'êtes pas résident au Québec, donc vous êtes résident d'une autre province. Et elle est de, je sais plus le prix pour les étudiants internationaux, je pense que c'est 40 000 $, quelque chose du genre. Ok, disons que même si vous n'êtes même pas résident du Québec, vous payez 18 000 $, ce qui est rien, c'est pas beaucoup. Maintenant, allons comparer le MBA à Ivey. Le MBA à Ivey, que vous soyez résident de l'Ontario ou pas, si vous êtes résident permanent canadien, vous payez autour de, je pense, 100 000 $. Regardez la différence entre 100 000 $ et 18 000 $. Et au Québec, en plus de ça, comme j'ai dit, si vous êtes résident au Québec, donc pour ça, je pense que vous devez prouver que vous avez vécu au Québec pendant une année. En tout cas, vous ne dites pas juste que vous êtes résident de Québec. Vous devez remplir certains critères. Donc, mais si vous remplissez ces critères, le MBA, c'est juste 9 000 $.
comparé à 100 000 $, Ivy Business School, c'est vrai que c'est une très belle école, belle réputation, tout ça, mais est-ce que 100 000 $, ça vaut vraiment la peine? Et les gens font le MBA, ils prennent des dettes d'étudiants, ils vont faire le MBA parce qu'ils estiment que ça en vaut la peine. Et oui, des fois ça en vaut la peine, mais des fois ça n'en vaut pas la peine aussi. Donc, c'est pour vous dire, déjà ça vous donne une bonne idée de la différence dans les prix, en fait, entre venir étudier ici et étudier au Québec. Aussi, les écoles, enfin les universités, je ne vais pas dire que les universités anglophones sont meilleures que les universités francophones. Je dirais que, mais il y a beaucoup d'universités anglophones qui ont une très belle réputation au niveau mondial par rapport aux universités québécoises. Par exemple, ici, enfin, les gens ne savent, HEC par exemple, qui a une très bonne réputation au Québec, les gens ne sont pas familiers avec HEC ici. Bon, c'est vrai, vice versa aussi. Ivy Business School, les gens ne connaissent pas ça au Québec. Donc, je dirais que voilà. C'est ça aussi le truc, le problème des universités, c'est que elles ont bonne réputation, mais à l'intérieur des provinces. Quand vous quittez les provinces, c'est rare que voilà. Les gens ne connaissent pas beaucoup Laval, qui est une relativement une bonne université au Québec. Tandis qu'au Québec, les gens ne connaissent pas, je sais pas, McMaster, par exemple. Que les universités anglophones sont plus proches aux universités américaines que les universités francophones, j'en ai absolument aucune idée. Comme j'ai dit, j'ai pas étudié dans une université anglophone, j'ai jamais étudié dans une université américaine non plus, donc je saurais pas le dire. Franchement, j'ai pas envie de dire parce que les deux, enfin américaine et anglophone ici, les deux, il y a la langue, il y a l'anglais qui est là, donc c'est pareil. Non, j'ai pas envie de dire ça parce que la culture canadienne, elle est différente de la culture américaine. Je sais pas. Frankie Capchou, je pense, qui demande est-ce que c'est possible d'avoir un salaire égal ou supérieur à 30 $ par heure au Québec. Bien sûr, c'est possible. Tout est possible dans la vie. Hein. Vous pouvez très probablement faire ce salaire-là au Québec et partout dans le Canada. C'est possible. Ça dépend du type de travail que vous avez, puis de la compagnie aussi. Oh, Marcel Victorien qui demande bonjour, s'il te plaît, est-ce qu'il existe un système de quota de visa par ville au Canada? En d'autres termes, est-ce qu'il existe certaines villes où l'obtention d'un visa permis d'études est plus probable qu'une autre ville? Oui, le système de quota, je ne sais pas, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a un quota de visa par province. À chaque année, la province accepte pas plus d'un certain nombre de gens. Je n'ai pas de preuves concrètes. Je le dis parce que je pense que je l'ai entendu dans des conversations avec des amis et je pense que ça fait du sens en fait. Que chaque province ait un certain nombre de quotas par rapport aux immigrants qui ils acceptent dans leur province. Maintenant, ayant dit ceci, est-ce que l'obtention du permis d'études est plus probable dans une ville? Bon, je vais généraliser un peu. Dans une province ou dans une autre, oui. Par exemple, si vous appliquez pour aller travailler dans les provinces un peu plus au nord, genre nord-est, où il fait super froid, vous augmentez vos chances, en fait. Mais si vous appliquez là-bas, il y a plus de chances que vous ayez accepté parce que ces provinces-là recherchent du monde parce que personne ne veut aller là-bas. Genre, par exemple, Alberta. Il fait froid en Alberta, oh. Et les gens ne veulent pas partir là-bas. Et donc, c'est relativement plus facile d'appliquer pour immigrer en Alberta et d'être accepté que par exemple l'Ontario ou que tout le monde va aller en Ontario parce que c'est là-bas que ça se passe. Voilà, c'est là-bas qu'il y a le travail. C'est par exemple quand on dit l'Ontario, les gens vont voir plus Toronto, tout le monde va aller à Toronto, donc c'est sûr que ben voilà, pour moi dans ma logique, appliquer pour migrer en Ontario sera plus difficile que appliquer pour aller en Alberta par exemple ou aller plus dans le nord. Donc plus que le coin vous voulez partir, les gens ne veulent pas aller, plus que c'est facile en fait d'obtenir ces papiers pour aller là-bas. Ça va de soi. Que William Dalla qui dit si on arrive, on peut t'inviter à souper. Hey Seigneur, les gens vont me tuer. Non, j'apprécie qu'on me drague. C'est pas... Non. William Dalla, écris-moi quand tu arrives. On verra bien comment ça va se passer. Moi, je suis ouverte, hein, j'ai pas de problème. J'ai vraiment pas de problème. Mais Mouna bébé, je t'aime. Oh.
Franchement, des fois, les commentaires sur mes vidéos, je prends pas la peine, je prends pas assez le temps de relire, mais ça me fait... Il y a des commentaires vraiment... Hey. Ok, bon, ça sera la dernière question pour aujourd'hui. Alors, il y a Moifo Aurélie qui dit: Salut Maïmouna, merci bien pour les informations, elles sont très édifiantes, ça fait plaisir. Tu pourrais nous parler des différents temps climatiques, s'il te plaît? Alors, les différents temps climatiques, on a 4 saisons ici. On a le printemps, l'automne, l'hiver et l'été. Donc, le printemps, en général, ça va de... le printemps, en fait, c'est ce qui suit juste l'hiver. Donc, c'est la transition entre l'hiver et l'été. Donc, en général, ça sera peut-être vers janvier, février, peut-être vers mai jusqu'à peut-être juin, comme ça, début mai jusqu'à juin, je dirais. Et ensuite de ça, on a l'été. L'été, en général, ça commence fin mai, début juin, jusqu'en août. Mi-août, comme ça, on est toujours dans l'été. Et ensuite de ça, vous avez l'automne. L'automne qui va justement juste après l'été. Juste après l'été, jusqu'en, je dirais, mi-novembre, fin novembre. Et ensuite, vous avez l'hiver, en fait, où il fait super froid, où il neige et tout, de justement... je pense mi-novembre, fin novembre jusqu'en mai, et le cycle reprend. Donc je dirais que la majorité du temps, donc le printemps, l'hiver et l'automne, ce sont des périodes où il fait froid en fait, où en général les gens portent des manteaux. C'est l'été, la période où il fait super chaud. Et malgré ça, pendant l'été, il pleut aussi. Donc l'été en général dure dans le mieux des cas, 3 mois. Donc je dirais que c'est pas mal ça pour les temps climatiques. Il y a les saisons au Canada, on en a 4. Et puis voilà, je pense que la saison préférée de pas mal de gens, c'est l'été, y compris moi. Donc voilà, en gros, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je vais refaire une autre vidéo où je vais continuer à répondre à vos questions. Donc n'oubliez pas d'en poser si vous en avez. Et on se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. Et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.